et des défenseurs des droits de l'homme. Ils dénoncent l'incarcération de Guy Marius Sagna, dont les avocats ont déposé une demande de main levée afin d'obtenir sa libération immédiate. L'activiste est poursuivi pour fausse alerte au terrorisme. Une administration publique peu efficace est loin de satisfaire les populations. Constat alarmant fait par les anciens élèves et auditeurs de l'ENA, un frein aux nombreux défis de l'émergence. La page internationale en fin d'édition portera la signature de Aïcha Diarraté. Braquage à Kumpentum, des bandits lourdement armés attaquent le bureau de poste finance de la localité et tuent le commandant de brigade de la gendarmerie. Ils ont aussi blessé 3 autres personnes et un vigile. C'est d'ailleurs l'émoi et la consternation dans les rangs de la gendarmerie. Plus de détails avec Alassane Diallo. Un mort, 4 blessés graves, c'est le bilan du braquage survenu ce vendredi aux environs de 3 heures du matin dans la commune de Kumpentum, département de Tambacounda. 5 individus armés de Kalachnikov ont fait irruption dans cette capitale du Niani. Leur seul objectif était de dévaliser le bureau de poste finance pour s'emparer du coffre-fort. Les malfaiteurs ont d'abord blessé le vigile qui a reçu des coups de crosse au niveau de la clavicule qui s'est cassée. Informés, les gendarmes de la brigade territoriale de Kumpentum se sont rendus sur les lieux au cours des échanges de coups de feu nourris. Le commandant de la brigade territoriale, l'adjudant-chef Tamsir Sané, a été mortellement atteint au niveau du front. 3 autres gendarmes qui l'accompagnaient sont grièvement blessés. En plus du vigile, ils sont tous en réanimation au district sanitaire de Kumpentum. Le corps sans vie de l'adjudant-chef Tamsir Sané a été acheminé à Dakar. C'est à 10h45 que le corps a quitté la morgue du centre hospitalier régional pour les besoins de l'autopsie à Dakar. L'insécurité prend des proportions très inquiétantes dans la région orientale, région frontalière à 5 pays de la sous-région. On se souvient encore de l'apparition d'un redoutable gang qui avait fait des ravages dans le département de Bakel où le bureau de poste de Balou a été vandalisé. Ces malfaiteurs, au nombre de 5, ont ouvert le feu, touchant mortellement un jeune d'une vingtaine d'années du nom de Mamadou Sakho Dibagé. Le butin emporté est estimé à 2 millions de francs par les malfaiteurs. Il se pose aussi la lancinante question de l'insécurité dans la zone de Makakoulibantan, département de Kumpentum, où des commerçants qui se rendaient au marché hebdomadaire de Mereto ont été agressés et dépouillés de tous leurs biens. C'est ce commandant, tué ce vendredi, qui avait mis la main sur le gang, sur le chef de gang Idrissa Sow, braqueur de Payar, où sa maison a été perquisitionnée. Il y cachait un véritable arsenal. En effet, un pistolet artisanal, un fusil de chasse et des munitions de calibre 12. Alassane Diallo, Kumpentum, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, scène d'horreur ce jeudi à Postou Thiaroye, un camion dérape et termine sa course dans une cantine. Une personne a été tuée sur le coup et 4 autres gravement blessés. Gomifal, témoin des faits, raconte au micro de Théodore Semedo. Non, à un moment donné, on était en train de travailler, il y a mes petits qui sont sortis d'or. Il y a un camion qui s'est foncé sur les gens, quoi. À un moment donné, quand on est sorti, malheureusement, il y avait un frère de nous, on traversait ensemble. Il a perdu sa vue. Il y avait 5 personnes à l'intérieur, mais malheureusement, c'est lui seulement qui a perdu sa vue, quoi. Il y a aussi des blessés graves, quoi. Quand on a concentré sur le lieu, c'est un gars qui était gentil, bien, il n'y avait pas de problème. Il a perdu sa vue comme ça. Donc on n'y peut rien, quoi. Il était âgé de 40 ans, 42 ans à peu près. Venu procéder au constat du drame, les sapeurs-pompiers invitent les populations à faire preuve de plus de prudence sur la route Yatma Djei de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers de Guédiawaye. Et au micro de Théodore Semedo. Les sapeurs-pompiers de Pikine ont été alertés ce jeudi 25 juillet 2019 à 14h24 par le sous-préfet de Thiaroye pour un accident de la circulation routière à Thiaroye-sur-Mer, à 100 mètres ouest donc du pont de Poste Thiaroye. Départ des secours à 14h26 sur les lieux à 14h30. Il s'agissait d'un dérapage d'un camion d'une capacité de 17 tonnes transportant du riz qui a terminé sa course sur le côté droit, suivi de heurts au niveau des cantines occasionnant 5 victimes. Ces 5 victimes ont été dénombrées ainsi. Il y avait 3 urgences absolues, une urgence relative et un corps sans vie. 4
4 véhicules de secours et d'assistance aux victimes, communément appelés ambulances, un engin d'incendie, un engin de la compagnie sauvetage et déblaiement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont été déployés sur les lieux pour la prise en charge de ces 5 victimes. Donc les 2 urgences absolues ont été transportées au niveau de l'hôpital principal de Dakar. Une urgence absolue et l'urgence relative ont été transportées au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Le corps sans vie a été déposé au niveau de la morgue de l'hôpital de Pikine. Cette situation appelle à plus de respect aux normes du code de la route, notamment les excès de vitesse. Un entretien et un suivi permanent et régulier donc des véhicules, notamment la situation des conducteurs en conduite, qu'ils soient soit fatigués ou bien, vous m'excusez du terme, que certains conduisent en état d'ébriété avancée. Toujours dans l'actualité, les avocats de Guy Marius Sagna introduisent une demande de main levée. Objectif, obtenir la libération immédiate de l'activiste poursuivi pour fausse alerte au terrorisme. Maître Moussa Sarr et compagnie ont rencontré la presse ce vendredi en présence des défenseurs des droits de l'homme, d'artistes et de personnalités de la société civile. Compte rendu, Fatou Bintou Diouf. Arrêté pour fausse alerte au terrorisme, l'affaire Guy Marius Sagna semble prendre une tournure inquiétante. Ces avocats sortent de leur mutisme pour dénoncer. Il y a une analyse d'une situation bien déterminée qui a été faite par un mouvement. Ils ont livré une opinion. Et notre Constitution, en son article 8, garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et mieux, c'est une liberté fondamentale. Nous estimons que c'est une tentative, n'est-ce pas, de remettre en cause cette liberté d'opinion est fondamentale des citoyens. Et j'estime que c'est intolérable et inacceptable. Aujourd'hui, l'affaire Guy Marius Sagna révèle la vulnérabilité des Sénégalais. Parce que si à tout moment un Sénégalais peut être arrêté, placé sous mandat de dépôt, sur des choses qui n'existent que dans l'esprit d'un procureur, croyez-moi, on ne peut plus parler de sûreté humaine. Liberté coûte que coûte, les avocats de l'activiste décident d'introduire une demande de mise en liberté. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas nous désintéresser, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à un cas patent de violation de la liberté. Pour la défense de Guy Marius Sagna, j'ai introduit hier une demande de mise en liberté d'office en sa faveur. Vous savez, il y a une pratique au Sénégal qui veut que la demande de mise en liberté provisoire n'est déposée qu'une fois que l'inculpé est entendu sur le fond de l'affaire. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des faits imputables à l'inculpé qui soient mis sur la table, ce qui n'est pas son cas. Et c'est la raison pour laquelle, avant même qu'il soit entendu au fond, nous avons décidé, ensemble, solidairement, de déposer une demande de mise en liberté d'office. Organisation de défense des droits de l'homme, avocats, société civile élèvent la voix pour dénoncer l'arrestation arbitraire et infondée de Guy Marius Sagna. Pour rappel, le dossier de l'activiste a été amené en instruction. Tout de même, ces avocats attestent qu'il n'y a pas un fait illicite et illégal qu'on pourrait lui reprocher. Si les faits sont avérés, l'activiste risque ainsi 1 an à 5 ans d'emprisonnement. Fatou Bintou Diouf, les Sénégalais semblent encore insatisfaits de la qualité du service public. Ils considèrent que l'administration publique est inefficace. Telle est la conviction de l'Association sénégalaise des anciens élèves et auditeurs de l'ENA de France. Elle a organisé cette semaine un colloque international sur le thème la réforme de l'administration publique face aux défis de l'émergence. Son président Yoro Dia est au micro de Mamou Gassama. Quel soit le modèle économique que vous prenez, l'État est central. Donc l'État est la locomotive de l'économie. Si vous avez un train, si la locomotive ne fonctionne pas, donc le train ne bouge pas. C'est pourquoi nous avons estimé que le monde bouge, le monde évolue. Il faut que l'État évolue. Et c'est pourquoi nous avons fait ce colloque pour réfléchir sur comment réformer notre État, comment réformer notre administration publique. L'administration doit s'adapter. Ça veut dire que vous êtes des Sénégalais, vous allez souvent dans l'administration et les gens se plaignent beaucoup de l'administration. Les gens se plaignent beaucoup de la qualité de l'administration. Ça veut dire que quand vous allez dans l'administration, vous avez l'impression que le monsieur en
face de vous vous fait un privilège. Et donc on a vu tous les pays qui ont émergé, que ce soit la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, c'est l'État qui a été à l'origine de l'émergence. Donc on se dit, si l'État du Sénégal lance un PSE, si l'État du Sénégal emprunte des milliards et des milliards pour financer l'émergence, si l'État ne s'adapte pas, le pays ne va pas émerger. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'émergence. Et c'est quoi l'émergence? L'émergence, c'est attirer des investissements directs étrangers. Est-ce qu'on peut attirer des investissements directs étrangers avec un État napoléonien qui ne s'ouvre pas? Aujourd'hui, tout le monde admet que quand dans un processus d'émergence, la première phase de l'émergence, l'État doit faire les investissements publics prioritaires. Et dans la deuxième phase, c'est le secteur privé. Donc, est-ce qu'on peut le faire dans un contexte où les hauts fonctionnaires qui ont été formés dans l'administration regardent toujours les gens du privé, à la limite, je n'ose pas dire, les regardent de haut ou se méfient du privé. Et c'est pourquoi on cherche à développer cette culture d'ensemble, qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait un pont entre l'administration et le privé. Parce que dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui crée la richesse. Nous, on veut qu'il y ait plus de symbiose entre l'administration et le secteur privé. Parce que on peut dire pour l'émergence, ce sont les deux frères jumeaux. Et dans la deuxième phase, c'est le secteur privé qui doit prendre le relais de l'administration. Parce que si l'État continue à investir, qu'il continue à s'endetter pour investir dans des infrastructures, nous allons nous retrouver dans une sorte d'État communiste. Et dans la deuxième phase, quand le secteur privé doit prendre le relais, c'est pourquoi il est urgent qu'on réforme notre État pour que l'État s'adapte à cette évolution du monde. L'adoption du nouveau code de la presse va permettre aux médias d'évoluer dans un nouvel environnement face à ces enjeux fondamentaux. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a décidé de réactualiser son règlement intérieur et ses statuts. C'était au cours d'un atelier. Suivant ce Vox Pop réalisé par Mamou Gassama. Il est évident qu'ils ont la particularité d'être des jeunes reporters, donc qui, si on a envie de bien comprendre leur rôle et leur fonction, établissent ce que doit être un véritable journaliste. C'est-à-dire le reportage qui est le genre le plus réel dans l'explication ou en tout cas dans la pratique de ce métier qui est le métier de journaliste. Cet aspect est réel. Donc c'est les hommes de terrain qui alimentent les rédactions, qui alimentent les journaux et qui apportent les éléments d'information à partir desquels on peut apprécier ce qui se passe dans tous les domaines. Et c'est un travail très difficile. Maintenant, c'est vrai, il y a une problématique générale qui sera une problématique dont on devra tenir compte en fonction des nouveaux textes qu'on a envie d'introduire dans la pratique de nos métiers dans ce pays, code de la presse et tous les autres textes qui vont y venir. Mais je dis souvent que ces textes, les jeunes reporters vont devoir les intégrer, mais en gardant leur âme et en gardant surtout leur profil et en gardant leur objectif. Nous avons organisé cette rencontre pour voir un peu comment harmoniser les textes de la Convention des jeunes reporters avec le nouveau code de la presse. Le concours des meilleurs reporters, quelles sont les innovations à apporter, le format, le modèle, doit-on aller vers la thématisation ou pas? Tous ces aspects-là seront pris en compte. Il y a des journalistes qui jugent que le terme reporter est exclusif parce que ne prenant pas en compte certaines catégories des médias comme les techniciens, etc. C'est l'occasion également de voir dans quelle mesure prendre en compte cette préoccupation parce qu'au Sénégal, la limite d'âge pour être reporter est de 35 ans. D'autres journalistes estiment également qu'il faut revoir à la hausse donc cet âge-là, 40 ans ou 39 ans, etc. Mais de toute façon, le débat est posé. Certaines dispositions des textes de la Convention sont jugées obsolètes. Il faut harmoniser. Il y a également lieu de combler le vide juridique qui existe avec l'introduction de nouvelles dispositions pour être en conformité avec le nouveau code de la presse. Bon, l'autre aspect également, c'est de sensibiliser les journalistes sur les nouvelles dispositions du code de la presse. La meilleure manière d'assainir, c'est vraiment d'aller vers la mise en place de cette commission d'attribution de la carte nationale de la presse. Donc il y a vraiment lieu de revoir comment mettre rapidement en application la nouvelle convention collective du secteur de la presse qui va permettre d'assurer une revalorisation salariale, mais également qui va aider soit de manière définitive ou au moins une partie qui va permettre donc d'enrayer cette précarité qui sévit dans le secteur de la presse. Tout à fait autre chose, pèlerinage 2019 au lieu saint de l'islam. L'agence Marega Voyage va convoyer 266 pèlerins ce jeudi. L'agence de voyage a procédé à sa dernière rencontre avec les pèlerins pour la remise des documents de voyage avant les premiers départs. Abdou Khadre Diop, le directeur général de Marega Voyage, s'est entretenu avec Mamradi Djerifal. Nous convoyons actuellement 266 pèlerins et nous évoluons sous le regroupement Tamil Marega Voyage
et que dans ce regroupement, nous avons un sous-regroupement de Maréga-Voyage qui fait 266 pèlerins. Et aujourd'hui, on est en phase presque de terminale pour délivrer à nos pèlerins tous les passeports, les visas, ainsi que les documents de voyage et le matériel déjà conçu pour l'identification des véhicules qui sont en passant par les badges, les foulards pour les hommes et les femmes. C'est la dernière rencontre qu'on est en train de faire parce avant la date de départ qui est prévue, Inch'Allah, lundi. Bon, le programme qu'on est en train d'expliquer, on est revenu même, c'est presque en termes de répétition, parce que nous avions commencé presque 2 mois avant. Tous les jeudis, nous avions des séances de sensibilisation, de communication et d'éducation à l'endroit de nos pèlerins. Et ça, c'est pour leur permettre de mieux comprendre les rites liés au Hajj et les obligations, les interdits et comment un pèlerin doit se préparer pour pouvoir faire son Hajj. En sus maintenant des séances d'information, d'éducation et de communication, on a fait des randonnées tous les samedis et tous les mardis pour permettre à nos pèlerins de se familiariser à la marche. Et aujourd'hui, on est jeudi, c'est presque la dernière séance, à part l'ultime qui sera fait le lundi pour le départ, Inch'Allah, qui sera organisé, Inch'Allah, pour tous les pèlerins. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Aïcha Diakhaté. En Guinée, de nombreux citoyens ont manifesté ce vendredi 26 juillet 2019 à Conakry contre le meurtre de l'enseignant-chercheur guinéen Mamadou Barry en France. Munis de pancartes et de banderoles, les manifestants scandaient des slogans hostiles au racisme en référence aux propos tenus par l'agresseur à l'encontre de l'universitaire guinéen lors de leur altercation. Portée par des organisations de la société civile ainsi que des bénévoles, cette manifestation qui a débuté au rond-point du port de la commune de Kaloum s'est terminée devant l'ambassade de France en Guinée, sise dans la même commune, dans le quartier Almaya. Les manifestants ont également réclamé justice pour Mamadou Barry. Il est enseignant-chercheur à l'université Rouen. Docteur Mamadou Barry a été sauvagement agressé alors qu'il était en compagnie de sa femme le 19 juillet dernier par un Français d'origine turque âgé de 29 ans qui proférait des propos racistes. La police française a présenté l'individu comme un malade mental qui a des antécédents liés au trafic de stupéfiants. Le jeune intellectuel âgé de 31 ans a succombé à ses graves blessures, laissant derrière lui une veuve et une fille inconsolables. En République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués et 2 autres enlevés dans une nouvelle incursion d'assaillants dans la nuit du jeudi à vendredi à Uturi, dans le nord-est du pays, où des dizaines de personnes ont été massacrées depuis juin dernier. L'armée a confirmé le bilan par la voix de son porte-parole, le lieutenant Jules Tshisekedi. En juin, 160 personnes ont été tuées et plus de 300 000 personnes se sont déplacées, fuyant les violences d'une milice locale, selon des chiffres officiels impossibles à vérifier. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi s'est rendu le 1er juillet en Uturi, où il a annoncé des opérations militaires d'envergure, promettant que l'armée restera sur place jusqu'à ce que l'on n'entende plus un seul coup de feu. Riche en or et en pétrole, Uturi avait été ravagé par une guerre entre les milices de 2 communautés entre 1999 et 2003 qui avait fait des milliers de morts. La Russie menace les médias britanniques. C'est en tout cas la précision du ministère russe des Affaires étrangères qui a dénoncé ce vendredi un acte de censure, l'amende infligée à la chaîne publique russe RT au Royaume-Uni. Il a également menacé les médias britanniques. Il dit, je cite, « Nous suivons attentivement l'évolution de la situation et rappelons aux médias britanniques travaillant en Russie qu'ils doivent être prêts à faire face aux conséquences des actes de Londres », a-t-il indiqué dans un communiqué.
C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site walfnet.com. Très bonne soirée à tous.